Le verre à moitié plein, le podcast du tourisme durable. Bonjour, c'est Elise et bienvenue dans ce nouvel épisode du verre à moitié plein. Aujourd'hui, on va parler aventure. Bon, je vous arrête tout de suite. Pas l'aventure telle que l'on se l'imagine. Gravir le mont Everest, traverser le Nil à la nage. Non. On va parler d'une aventure beaucoup plus simple et accessible, la micro-aventure. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ? Bon, c'est l'objet de ce podcast, mais globalement, la micro-aventure, c'est une pratique qui a été conceptualisée par l'aventurier Alastair Humphrey en 2012 et qui aurait les merveilleuses vertus de réenchanter notre rapport au voyage et à l'aventure qui nous permettrait de partir sans vraiment partir. Je pense que c'est encore un peu flou pour vous. Vous devez vous demander ce que sont vraiment ces aventures miniatures, comment devient-on un micro-aventurier, en quoi est-ce une pratique durable. Je vous propose de découvrir tout ça avec mon invitée du jour. Elle est monitrice de survie, chef d'entreprise, autrice, rédactrice, conférencière et j'en passe, mais c'est surtout une adepte de la micro-aventure. C'est Éléonore Luna, la spécialiste survie, vie sauvage et micro-aventure. Éléonore, bonjour, bienvenue sur le podcast, je suis vraiment ravie de t'accueillir ici aujourd'hui. Bonjour, merci de l'invitation. Dans une première partie, on va essayer de comprendre ensemble le concept de la micro-aventure et son intérêt au regard du tourisme durable. Et dans une deuxième partie, tu nous donneras tes meilleurs conseils pour partir en micro-aventure et devenir un super micro-aventurier. Mais avant, j'ai préparé un petit micro-trottoir où j'ai demandé à des gens, tout simplement, s'ils connaissaient la micro-aventure. Et puis, comme ça, ensuite... tu pourras nous donner, toi, ta définition de la micro-aventure. Si je vous dis la micro-aventure, est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Est-ce que vous connaissez ? Alors pour moi, la micro-aventure, c'est une aventure courte. Ouais, je sais pas, peut-être courte, ouais, c'est une bonne idée. Par exemple, tu ferais quoi si tu devais faire une micro-aventure ? Ben, je sais pas, tu vas dans un endroit que tu connais pas et tu explores. N'importe où. Ben ouais, n'importe où. Même à côté de chez toi. Ben ouais, si tu connais pas, dans un endroit où tu connais pas. Alors, c'est quoi la micro-aventure ? J'en sais rien, j'ai aucune idée. Une petite aventure de rien du tout, je sais pas. Alors, je connais pas forcément, mais ça m'évoque peut-être une aventure qui se vit pas loin de chez soi. Je connais pas non plus, mais c'est peut-être une aventure avec un micro. Avec un micro, ok, pas mal. Pareil, je ne connais pas, mais je dirais que ça peut être aussi une aventure dans sa tête aussi. Bon, c'est peut-être une aventure personnelle, du coup. Une aventure personnelle, exactement, ouais. Qui se fait en soi, quoi. Ok, ben merci. Bon, on va de suite voir la bonne définition. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que ils ont donné la bonne définition ? Globalement, ouais, il y a des éléments qui me parlent. Après, je suis étonnée, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas. Je pensais que quand c'est comme tout, hein, quand c'est quelque chose que moi je vis micro-aventure, donc forcément j'ai l'impression que tout le monde connaît et je suis assez surprise de voir que non. Bah pareil, je pensais aussi que ça évoquerait un petit peu plus. Une micro-aventure, c'est une aventure, donc c'est le fait d'aller se dépayser, d'aller vivre une expérience nouvelle. Il y a quand même une connotation de vie dans la nature, de reconnexion à la nature. Et micro, sur une durée hyper courte, pas loin de chez soi, il y a un côté immédiateté et facilité entre guillemets d'accès. Merci. On va maintenant pouvoir rentrer dans le vif du sujet, commencer la première partie de l'épisode. Mais avant, peut-être, même si je l'ai un peu fait tout à l'heure en introduction, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, présenter un petit peu ton parcours ? Alors du coup, moi je suis Éléonore Luna et mon vrai métier c'est monitrice de survie. Donc j'organise des stages de survie, des stages de vie sauvage, de vie dans la nature et des micro-aventures. Donc en fait j'étais infirmière pendant un certain nombre d'années. J'ai passé un diplôme, un certificat d'accompagnatrice de randonnée pour pouvoir me spécialiser là-dedans. Et puis aujourd'hui j'ai monté ma société et je vis de micro-aventures. Payment Target, on mettra ça dans la description. Voilà. Est-ce que dans la micro-aventure, il y a des codes, des principes un petit peu à respecter, une espèce de charte de la micro-aventure
Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment des codes génériques, mais il y a plutôt des courants. Il y a des courants un peu différents dans la micro-aventure parce qu'il va y avoir tout ce qui est trekking, randonnée sur plusieurs jours, le fait d'aller bivouaquer, d'aller dormir dans la nature. Il y a tout ce qui est plutôt un peu van life, les gens qui ont un van aménagé, les tentes de toit, les choses comme ça qui sont aussi dans la nature, mais avec, on va dire, véhiculé. Et après, il y a tout ce qui est, moi, je me sens un petit peu plus proche de ce courant-là, c'est tout ce qui est bushcraft, autonomie dans la nature, survie. On peut entendre parler de survie douce aussi. Moi, c'est un peu plus ce que je fais d'ailleurs. Où là, l'objectif, c'est d'être le plus en autonomie totale dans la nature. On va dire que dans les codes communs qu'on va retrouver à chaque fois, c'est une recherche de proximité avec la nature, une recherche d'authenticité, de simplicité, et puis respect, un grand respect de la nature et de l'environnement qui nous accueille. La survie douce, je ne connais pas du tout. En fait, la survie, les stages de survie, l'objectif, c'est d'apprendre à se débrouiller quand on fait face à une difficulté dans la nature. Donc, ça, c'est l'objectif de base du stage de survie. Et après, il y a des gens qui ont juste envie d'apprendre à vivre dans la nature. Donc, on va retrouver les mêmes items, les mêmes approches que dans le stage de survie, mais avec un objectif peut-être un peu moins extrême. L'objectif, c'est juste d'être autonome dans la nature sans chercher à faire face à une situation compliquée. Et est-ce que la micro-aventure, je me demandais, c'est forcément dans la nature ou on peut aussi faire des micro-aventures en ville? Alors, il y a quand même une grosse notion de nature. Donc, en ville, ça me paraît plus compliqué, encore que ce soit pas complètement impossible dans certaines villes, parce qu'il y a quand même des villes qui offrent ça. La notion d'aventure, c'est que tu cherches à découvrir quelque chose de nouveau, à te reconnecter à la nature, tu cherches à tirer un peu des sentiers battus, et en ville, tout a été quand même très, très quadrillé, donc ça me paraît plus dur. Mais par contre, tout près de la ville, ou en partant de la ville, tu peux accéder à des bouts de nature et tu peux déjà accéder à des belles micro-aventures. Pas besoin d'habiter à la campagne pour faire une micro-aventure facilement pour un week-end. Pas du tout, c'est vraiment accessible à tout le monde, quel que soit le lieu où on habite. Bon, là, je pense maintenant, on voit tous un petit peu mieux ce que c'est une micro-aventure. Maintenant, on va aller un peu plus en profondeur pour comprendre pourquoi c'est une tendance qui a vraiment émergé ces derniers temps. Quel type vraiment de micro-aventure il existe. Donc, pour commencer, le micro-aventurier, globalement, c'est qui? À qui ça peut s'adresser une micro-aventure? Quelles sont les motivations du micro-aventurier? Alors déjà, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de classe sociale. Enfin, moi, je croise vraiment des pratiquants de tout profil, tout sexe, toute tranche d'âge, toute orientation, tout plaisir confondu. Et les motivations, il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a le côté dépaysement. On cherche à changer d'air, on cherche à découvrir de nouveaux horizons. Il y a le retour à la nature, j'en ai déjà parlé. Il y a aussi l'envie de faire un break avec son quotidien, de changer de routine et tout ça. Avant, on planifiait des voyages qui étaient super loin, super longs, des vacances qui étaient chères. Maintenant, entre autres avec le Covid, mais pas que, avec des considérations écologiques et tout, on a moins envie de voyager très loin et très longtemps. Et on a envie juste de faire une coupure et de profiter de super vacances, mais derrière chez soi, on a juste 2 jours à caser dans la semaine. Donc, c'est le principe de la micro-aventure, c'est qu'on va pouvoir caser nos mini-vacances, notre mini-break là-dedans, quoi. Donc, à l'inverse d'une aventure plus traditionnelle qui s'adresse aux grands explorateurs, aux grands sportifs, là, tout le monde peut faire une micro-aventure. Et c'est pas forcément aussi que pour les misanthropes, on va dire, c'est juste quelqu'un qui veut s'éloigner un peu du tourisme de masse et de son quotidien. Exactement, donc c'est pour ça que ça s'adresse vraiment à tout le monde, parce qu'on a des gens avec des enfants, on a des gens qui sont physiquement pas forcément des grands athlètes et qui font des super micro-aventures absolument incroyables, donc c'est vraiment pour tout le monde. Et tout à l'heure, voilà, tu disais aussi pour les motivations, sortir de son quotidien, etc. Mais je me demandais, est-ce qu'on peut vraiment ressentir les mêmes sensations dans une micro-aventure que dans une aventure traditionnelle, le dépaysement, l'adrénaline de l'exploration. Est-ce que, comme une aventure extraordinaire à la Mike Horn, la micro-aventure, elle peut mettre un peu d'extraordinaire dans l'ordinaire, le quotidien du week-end? Oui, bien sûr, tu vas avoir les mêmes sensations, pas à la même échelle, parce que tu n'as pas la notion de durée derrière, il y a moins les paysages qui vont être aussi dépaysants, parce qu'on reste en général dans notre environnement, mais tu vas quand même avoir un bon aperçu de ce que peut ressentir un vrai explorateur en découvrant des endroits que tu n'as jamais vus. Tu as une sensation d'explorer un coin nouveau, de découvrir quelque chose que personne n'a vu, ou pas beaucoup de monde en tout cas, et je trouve que c'est vraiment ça qui est chouette et qui est motivant dans les sensations que tu peux avoir dans la micro-aventure. Tu peux avoir des
des rencontres insolites, peut avoir des lieux incroyables, peut avoir des situations un peu compliquées, mais ça fait partie du plaisir de la micro-aventure, c'est de surmonter aussi un peu ces galères et c'est hyper valorisant. Donc ouais, tu as quand même un bon aperçu de ce que tu peux avoir sur une plus grosse aventure. Et tout à l'heure, dans le micro-trottoir, il y avait quelqu'un qui disait que la micro-aventure, c'était aller dans un lieu qu'on ne connaît pas pour aller l'explorer. Est-ce que ça peut aussi être dans un lieu qu'on connaît, qu'on peut voir différemment? Oui, on peut redécouvrir un lieu qu'on connaît complètement, hein. On connaît jamais tout et les lieux changent et les saisons apportent une nouvelle vision aussi d'un lieu qu'on pense connaître et du coup, ça permet de changer d'environnement sans changer d'environnement. C'est un peu partir sans vraiment partir, quoi. Ouais, exactement. Et là, j'aimerais bien qu'on aborde un autre aspect aussi de la micro-aventure, c'est l'aspect vraiment durable, local que ça peut apporter. Puisque donc, comme on disait, ça nous invite à mieux apprécier nos régions et des territoires un peu délaissés. Donc ça peut être, je pense, une opportunité pour souvent les territoires un peu les plus ruraux, un peu moins hype pour le tourisme. Je sais que tu viens de Hudson, en Franche-Comté, enfin en ancienne Franche-Comté. Donc c'est typiquement un département rural et pas forcément très touristique. Et je voulais savoir comment toi tu voyais le développement de la micro-aventure dans ta région. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une évolution, qu'il y avait une demande qui était plus forte ça a amené quelque chose vraiment au département, à la région en termes de tourisme et d'attractivité? Ouais, alors je pense que c'est effectivement ça va être un vrai moyen pour les régions et les départements les moins touristiques en tout cas de se développer parce que ils ont gardé ce côté hyper sauvage. La Haute-Saône, c'est un truc de fou, les gens ne connaissent pas et du coup tu peux marcher pendant des heures sans croiser personne, c'est hyper sauvage et t'as des régions, enfin il y a tout le plateau des Mille Étangs et tout, il y a des coins juste incroyables. C'est encore assez timide parce que la micro-aventure, on est quand même relativement au début. Bah, tu vois, on a vu au début sur le micro-trottoir que les gens connaissaient pas trop. Et je pense que les gens, les néo-pratiquants de micro-aventure, ils cherchent pour le moment des conseils sur Internet, beaucoup sur les réseaux sociaux. Et donc, pour le moment, c'est quand même les coins très Instagrammables qui ont le vent en poupe. C'est les endroits qui ont été très partagés sur les guides et les réseaux qui vont susciter l'intérêt. Et l'exploration, on n'y est encore pas tout à fait. Mais je pense que ça va venir et que c'est une vraie opportunité pour certains départements. Et je pense aussi à toutes ces régions de moyenne montagne qui, pour le moment, avaient des pistes de ski d'hiver ou des choses comme ça. Et qui, comme dans le Jura, hein, on est en train de se reconvertir. Bientôt, il y aura plus de neige. Et donc, il va falloir trouver une nouvelle activité à proposer. Et là, on est en plein dedans. C'est là où il faut se placer, quoi. Ah, je pensais que c'était déjà quand même bien développé. Donc, ça reste vraiment très niche. Ouais, c'est encore les balbutiements. Tu vois, il y a encore pas beaucoup ça reste très sauvage, quoi. Parlant de tendance, donc la micro-aventure, bon, ça reste à ses débuts, mais ça devient quand même un terme assez marketing quand même. Alors qu'en fait, le concept, il existe depuis toujours. Là, je pense qu'on a tous fait de la micro-aventure un peu sans le savoir même. C'est juste qu'on n'avait pas encore mis de nom vraiment dessus. Et quand on lui met un nom, ça devient hyper intéressant d'un point de vue marketing. Et du coup, toi, tu as démarré la survie et la micro-aventure il y a pas mal d'années déjà, avant que ce soit vraiment sexy de partir comme ça en micro-aventure. Je voulais savoir ce que tu pensais de cette évolution. Est-ce que tu voyais dans cette massification, on va dire, de la pratique, un risque de nuire vraiment à l'authenticité du concept, ou au contraire, c'est vraiment une belle opportunité pour développer un tourisme plus durable, plus local? Je pense que dans toutes les pratiques, il y a des moments où il y a eu des modes, où il y a eu des développements, des choses comme ça. Quasiment toutes les pratiques s'en sont remises et ça se rééquilibre au bout d'un moment. Il faut juste faire attention parce que le problème de la micro-aventure, c'est que par principe, souvent, c'est les gens partent tout seuls ou ils sont pas forcément formés. Il n'y a pas vraiment de charte, il n'y a pas de fédération de la micro-aventure, il n'y a pas de choses comme ça. Et le risque, c'est de pas faire attention à notre environnement et de faire un feu de camp n'importe où, de laisser des déchets, de laisser des traces, d'aller bivouaquer dans des écosystèmes fragilisés. Donc, c'est important quand même, avant de partir, de se renseigner un minimum. Idéalement, je pense, de se faire encadrer, c'est encore mieux, même accompagné par des amis qui pratiquent déjà, pour vraiment respecter l'environnement. Moi, c'est le gros point noir que je redoute, ce serait ça, que cette massification de la micro-aventure, du bivouac, amène à une détérioration de certaines régions sauvages, de certains écosystèmes, et à terme peut-être qu'il y aura des lois qui vont être plus restrictives
Oui, là, c'est pas encore structuré. Il n'y a rien qui est encore fait pour réguler la micro-aventure. Non, il y a quelques lois qui existent sur le bivouac, sur les choses comme ça, mais c'est quand même très vague, c'est très ancien, c'est pas forcément adapté aux pratiques qui émergent là, et donc il y a encore des choses à faire. On va maintenant passer du coup à la partie un peu plus pratique. Comme ça, tu vas nous expliquer comment on peut faire une belle micro-aventure. Déjà, pour commencer, j'aimerais bien savoir, toi, ce qui te plaît le plus dans la micro-aventure. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est le côté autonomie, c'est le fait d'apprendre à te débrouiller tout seul, à dépendre quasiment que de toi et de ce que la nature t'offre autour de toi, avec un peu de confort quand même des fois, mais voilà, il y a ce côté-là, autonomie, il y a le côté du coup une très très grande souplesse parce que comme tu ne dépends pas d'un tour opérateur, tu ne dépends pas forcément d'un cadre organisé, d'un lieu d'hébergement le soir. Voilà, t'as une grosse autonomie aussi dans ton organisation. Et donc, si j'ai envie de marcher plus, je marche plus. Si j'ai envie de m'arrêter parce que je suis fatiguée, parce que la météo me plaît pas, je peux m'arrêter. Je vois un coin sympa et j'ai envie de changer d'itinéraire au dernier moment. Et du coup, ça laisse une grande part à l'improvisation. Et c'est vraiment ça pour moi l'essence de l'aventure. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Donc, on peut faire une aventure, une micro-aventure aussi avec un petit peu de confort. Ouais, bien sûr. Moi, j'aime bien. J'ai commencé, on va dire, par le côté plus rustique, vraiment le stage de survie, l'autonomie dans la nature, mais vraiment avec quasiment rien. J'ai bivouaqué dans des conditions assez difficiles. J'ai fait des trucs assez rudes, et je redécouvre maintenant, comme j'accompagne des groupes, je peux pas me permettre de mettre. Tout le monde n'a pas envie de galérer comme j'ai galéré. Du coup, je redécouvre beaucoup de confort avec peu de choses. Donc, ça va être trouver une ferme qui va nous héberger le soir. Et là, c'est le grand luxe avec pas grand-chose. Installer des tentes, j'ai des grosses tentes qu'on installe avec un poêle pour l'hiver dans la neige. Donc, tu as le paysage de montagne, tu bivouaques au fin fond de la montagne dans la neige. Mais c'est dans ton poêle chauffé le soir après une petite fondue, c'est quand même pas mal. Alors, c'est bon à savoir. Ça peut faire peur peut-être le côté trop roots. Donc, voilà. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples de micro-aventures qu'on peut faire à côté de chez nous? Il y en a plein. Tu peux partir de Paris. Autour de Paris, tu as plein de chemins de grande randonnée, que ce soit du côté de Fontainebleau, qui est très connu. Alors, pas de bivouac à Fontainebleau, il y a 2-3 zones de bivouac autorisées, mais pas de bivouac sauvage. Que ce soit du côté de Milly-la-Forêt, la vallée de Chevreuse, du côté de Rambouillet, ou alors plus au nord de Paris, il y a quand même des belles forêts. Donc, il y a de quoi faire déjà des belles randos à la journée ou sur plusieurs jours. Il y a des pistes cyclables pas loin de Paris. Tu prends ton vélo, tu prends des sacoches et tu pars pendant 2 jours, quitte à te trouver un petit gîte pour t'accueillir le soir ou un warm shower, passer la soirée et prendre une douche chaude. Et c'est déjà hyper dépaysant. Tu rentres en train avec le vélo dans ton train et t'as vraiment le goût de l'aventure. Ou alors, pour faire ma pub, la Haute-Saône, la région des Mille Étangs, il y a un TER direct depuis Paris ou depuis Lyon, il y a des trains aussi. La région des Mille Étangs, c'est archi sauvage, on appelle ça la petite Finlande française. Tu as l'impression d'être à l'autre bout de l'Europe et en fait, t'es en Haute-Saône. C'est pas du tout connu en plus. Et est-ce que tu as des idées de ressources pour s'informer sur la micro-aventure, que ce soit un livre, un documentaire, un film Ouais, il y a beaucoup de ressources hyper intéressantes. J'ai une copine là qui a un blog qui est super bien, ça s'appelle le Clara Photomania. Et son blog, ça s'appelle Wild Road by Clara. Et elle propose des idées de micro-aventures, des choses comme ça. Il y a le média Chiloé, qui est hyper connu dans le milieu de la micro-aventure. Ils ont aussi sorti un bouquin, mais leur site internet est vraiment très, très bien. Et puis après, sur les réseaux sociaux, moi, je suis très présente. Donc, c'est vrai que je vois pas mal de comptes intéressants sur les réseaux sociaux. Le mien, entre autres, parce que je partage plein d'astuces en me disant, pour tous les gens qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas suivre de stage avec moi, il y a plein de ressources et d'infos pour se lancer. Ouais, t'as un compte Instagram qui est pas mal suivi, avec pas mal de réels, je vois, qui sont super intéressants, avec des conseils, etc. C'est Eleonore-Luna. C'est ça. Bon, on mettra en tous les cas tout ça dans la description. Pour terminer le podcast, est-ce que tu aurais des conseils à donner à soit une personne qui est ni très grand baroudeur, ni très grand sportif, pour se lancer dans sa première micro-aventure, ou à l'inverse, à quelqu'un qui est plutôt un adepte des grandes expéditions à la Mike Horn, pour changer un petit peu sa vision des choses et commencer à partir à côté de chez lui. Déjà,
Pour le micro-aventurier en herbe qui souhaiterait se lancer, je pense que le plus simple, c'est de se faire accompagner, de trouver un copain ou deux, trois amis qui sont motivés et qui ont un petit peu de connaissances pour pas commencer tout seul, ou alors pourquoi pas suivre un stage ou se faire accompagner. Mais ça fait vraiment gagner du temps. En 1-2 micro-aventures avec quelqu'un qui a déjà un petit peu d'expérience, et ben tu vas apprendre à toutes les bases, on va dire, sans trop galérer, sans te mettre en danger. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et après, de se lancer. Le tout, c'est de se lancer. C'est hyper addictif. C'est le seul risque, c'est que c'est hyper addictif et qu'après, tous les week-ends, tu as envie d'aller te faire... Tu prends ton tarp, tu prends ton sac et tu pars n'importe où. Tu cherches des idées et voilà. Et pour les grands aventuriers, et ben, de nous faire redécouvrir, il y a des grandes aventures à faire en Europe et de nous faire redécouvrir des coins, peut-être justement nous surprendre avec des trucs qui sortent des sentiers battus, mais pas loin. Et je suis sûre qu'il y a des choses... Parce qu'on rêve tous en voyant les aventures de Mike Horn, en voyant les aventures de grands explorateurs. Et ce serait incroyable qu'il y en ait un qui arrive à nous faire voyager et à nous surprendre alors que c'est à 2 pas de chez nous. Juste avant de conclure, je demande toujours aux invités s'ils ont un message à faire passer, le moment un petit peu libre. Donc voilà, si tu as quelque chose à dire, ce que tu veux. Ouais, et ben de respecter l'environnement, vraiment. Aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir une législation qui nous permet de faire pas mal de choses. On est assez libre dans nos forêts de bivouaquer, relativement libre en tout cas de bivouaquer, de randonner, de profiter de plein d'espaces qui sont très préservés quand même et avec des écosystèmes variés. Et donc ça, il faut apprécier. Donc du coup, il faut le protéger, il faut faire attention à ce qu'on fait. Merci beaucoup, c'est important. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Donc oui, il est possible de vivre de très belles aventures à côté de chez nous. La micro-aventure, c'est une aventure courte, locale, accessible à tous, qui ne laisse pas de traces de son passage, à pied, à vélo, en canoë, peu importe. L'important, c'est pas d'être loin, mais de changer de regard sur l'aventure. Répondre à l'appel de la micro-aventure, c'est tout simplement apprécier les choses simples. Et c'est quand même plus sympa de se dire qu'on peut vivre de super expériences toute l'année plutôt que d'attendre de s'offrir un voyage exceptionnel à l'autre bout du monde pour ressentir les frissons de l'aventure. Donc je vous invite toutes et tous à venir explorer vos régions et je vous invite aussi à aller suivre Éléonore, bien sûr. Merci beaucoup à Éléonore d'avoir été avec nous pour parler micro-aventure. De rien. Merci à toi de m'avoir invité. C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout, alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.